Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je suis actuellement avec le Rav David Witou d'Ashdod, qui est venu spécialement à Natania pour faire un petit shiur sur questions-réponses cash avec moi. Et ce soir, il va enchaîner à Torah Apéro, un cours qui s'appelle exactement... Comment s'appelle le titre? La tchouva pour le mois des Louls. On peut dire ça comme ça ou pas? On peut. On peut dire ça comme ça. Je vais vous laisser avec le Rav Twitou. Juste avant ça, c'est réponse cash, donc question cash, réponse cash, pardon. Et on va partir sur les sujets belle-mère, belle-fille, avec la réponse du Rav Twitou. On va partir sur l'alcool. Et là, on va vraiment pousser le sujet de vraiment tout ce qui se passe malheureusement actuellement et surtout les derniers retours que j'ai reçus par rapport à l'alcool, par rapport à des femmes qui viennent me faire des retours qui se font battre par leur mari. Et c'est pas des on-dit, c'est pas des messages, c'est concrètement, je les ai vus. J'ai vu les mères, j'ai vu les grands-mères, j'ai vu les papas. À un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et je vous demande de partager ce direct. Et surtout, le dernier point où on va parler aujourd'hui, c'est aussi la drogue. Parce que malheureusement, entre l'alcool et la drogue, c'est les gros sujets d'actualité. Mais le tout premier, Rav, si je vous embête pas, l'importance des réseaux sociaux et des téléphones portables dans la nouvelle génération, qui est malheureusement un gros fléau actuel. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais qu'il y a le Rav Cohen là en direct, je lui passe le bonjour, on reprend vraiment les mêmes questions avec les réponses du Rav Twitou. Mais on commence d'abord par les réseaux sociaux et les téléphones portables dans la nouvelle génération. Rav Twitou, c'est à vous. Shalom Bracha, Dvorah et Charkoach, de beaucoup t'ouvre les portes de la réussite sur tous tes chemins avec l'aide d'Hachem. Et un grand shalom au Rav Yitzhak Cohen, puisque tu viens de me dire qu'il était aussi branché en direct. Quelle est donc la première question à laquelle je dois participer? Alors, on a dit les réseaux sociaux avec les téléphones portables pour la jeune génération, qui est devenu un vrai fléau. Je pense d'abord et avant tout qu'il faut diviser la question en deux. Les réseaux sociaux sont importants parce qu'ils permettent de diffuser sur le domaine social, familial, professionnel, un système dans lequel on ne peut pas vivre aujourd'hui de façon assez générale sans, puisque tout se passe par le système des réseaux sociaux. Même quand on voit les publicités d'avant qui passaient à la télévision, aujourd'hui la meilleure façon de publier, de faire connaître des choses, malheureusement du positif au négatif, eh bien on passe par les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autres, qui sont des ustensiles de travail quasi pratiquement, je dis bien quasi pratiquement indispensables pour notre génération. Attendez, on vous entend pas. Il faut absolument, le mieux c'est qu'on vous entende. Je vais retourner complètement la caméra sur le Rav. Ah oui. Là je pense, là on vous voit bien. Non, on voit le chapeau. Ah. Je vous embête. C'est pas grave, c'est aussi ça les alliés du direct. Il n'y a pas de micro. Ah ouais, non. Attendez. Et là? Là normalement c'est bon. Je pense que c'est bon. Très bien. Non, je disais donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'expliquais qu'on ne peut pas aujourd'hui dans notre génération se passer d'une certaine façon des réseaux sociaux puisque tout le système international, professionnel, sociologique, familial et autres passe par les réseaux sociaux qui malheureusement sont de façon générale ce qu'on appelle le Etz Hadat. Comme le dit le Gaon de Vilna, qu'à la fin des temps, le Créateur du monde fera réapparaître le fameux défi de l'arbre connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, dans les réseaux sociaux, on pourra trouver, à travers tous ces systèmes qui existent, que ce soit Twitter, ou que ce soit Instagram, ou que ce soit Facebook, et tous les autres, eh bien, des choses qui peuvent être positives, comme des cours de Torah, comme peut-être trouver un zivouk, je ne sais pas si vraiment on pourrait compter sur cela, mais surtout des catastrophes. Et malheureusement, tant que les choses ne seront pas canalisées, tant qu'il n'y aura pas des filtres qui permettront de pouvoir éviter de tomber sur des choses graves, les réseaux sociaux, de façon générale, seront toujours condamnés par le monde de la Torah parce que, comme vous le savez, les Khamim de notre génération sont contre le Facebook, sont contre le SMS, ça va jusque-là parce que c'est des nids de Lachon Hara, alors qu'à la base, le WhatsApp, ça pourrait servir à des questions d'halachot, ça pourrait servir à trouver des solutions, à communiquer avec les autres tout en respectant les lois de la halacha, mais on glisse très très rapidement à l'image du Etz Hadat, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui a laissé une empreinte dans le premier combat de l'histoire avec Ève, le serpent, et le premier, on va dire, Internet de l'histoire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a mené à une faute fatale, qui nous emmenait pour 6 000 ans de réparation. Ce serait dommage aujourd'hui d'utiliser ces réseaux
généraux à mauvais escient. Donc on espère, Bezrat Hashem, que les gens seront intelligents. On peut avoir un travail extraordinaire à faire avec les réseaux sociaux, tant qu'on aura des filtres pour ne pas glisser et banaliser des avérotes, c'est-à-dire des choses que la Torah nous a strictement interdites, comme la nudité des femmes, comme de trop parler avec une femme, altar besicha imaisha, ne multiplie pas les paroles avec les femmes. Et malheureusement, on glisse. D'ailleurs, c'est pas pour rien que on dit en hébreu liglosh, un igolesh, et en français, on dit surfer sur les réseaux sociaux. Pourquoi surfer? Parce que quand on glisse, on se laisse aller, et très facilement, contre toute attente, le système de Internet avec toutes ses branches, eh bien, c'est qu'on glisse facilement avec son doigt à droite, à gauche, puis après on tombe sur des photos qui au début sont incestueuses, et puis on s'y habitue, en fin de compte on les justifie, et puis pourquoi pas, après on parle avec des femmes, et on glisse malheureusement vers la mauvaise direction. Donc oui, pour les réseaux sociaux, mais à une condition où ils sont filtrés, canalisés, et surtout pas, comme tu posais la question tout à l'heure, entre les mains des enfants. Il faut savoir que, je voudrais juste vous donner un petit exemple comme ça, qui va peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Mais à l'époque, je dis bien à l'époque, on lisait dans les livres des Chachamim que les gens qui pratiquaient l'Avodah Zara tenaient dans leurs mains des statues. Ils prenaient des statues et ne les lâchaient pas, ils les prenaient entre les mains et ils priaient avec, dès qu'ils avaient quelque chose, ils le tenaient. Et aujourd'hui, voilà ce que l'on tient. On tient des portables toute la journée, on parle avec, on est constamment avec, on regarde des films avec, on dort avec, on se réveille avec. Et je dirais que la similitude de ce geste est presque devenue une avodah zara. Donc il faut faire attention. Les téléphones à la base ont été créés pour appeler, poser nos questions et raccrocher. Et aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps avec nos portables que d'étudier la Torah. Un jour, j'ai même dit en rigolant à quelqu'un que si il étudiait la Torah au même niveau qu'il était sur son portable, ça fait certainement 15 fois le chasse qu'il aurait traversé Be'iyun, c'est-à-dire en profondeur, tellement on passe de temps avec nos portables, à un tel point que des fois nos propres épouses ou nous-mêmes avons besoin d'envoyer un SMS à notre femme ou un WhatsApp pour lui dire, tu sais, je suis juste en face, j'aimerais bien aussi te parler. Voilà ce que je pense des réseaux sociaux. Et si tu me poses la question, Déborah, pour les enfants, selon la Torah, la halacha et le raisonnement de toute personne intelligente, il est strictement interdit de donner un portable à un enfant. Strictement interdit. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, et encore en France, il n'y a pas tellement longtemps, quand il y avait des choses incestueuses, on le plaçait à l'âge de 18 ans. Ben Shmona Esrei. Aujourd'hui, on offre facilement pour cadeau d'anniversaire des portables sans filtre, et les enfants de 7, 8, 9, 10 ans eh bien, traversent des photos, regardent des films incestueux de femmes, dénudées, de violences cinématographiques. Et après, on s'étonne que nos enfants ont un problème, des pathologies, qu'ils commencent à nous répondre violemment. Nous, si on a été mieux éduqués sans Torah, par rapport à une génération où il y a plus de Torah aujourd'hui, mais beaucoup moins d'éducation, c'est parce que justement, on a eu la chance, je dis bien, la chance de ne pas avoir eu des portables quand on était enfant. On a eu le temps de grandir, de se rendre compte des valeurs de ce monde, et c'est seulement plus tard qu'on a eu affaire à la connaissance générale à travers Internet où il fallait se déplacer, tandis qu'aujourd'hui on leur met dans leur chambre à un tel point qu'on pourrait même faire une boutade en disant avant, quand un enfant ne se comportait pas bien, on lui disait va dans ta chambre. Aujourd'hui on a du mal à les faire sortir de leur chambre. Je suis d'accord. Moi j'avais juste une question par rapport à ça. Il y a des gens de la nouvelle génération qui sont mariés par exemple jeunes. Par exemple ils sont en vacances ou ils reçoivent des gens. Pour avoir la tranquillité, il va leur donner un film devant un iPad. Et ils me disent, mais tu te rends compte, parce que tu sais, je peux pas m'occuper et tout. Moi, je veux vous réveiller ces parents-là, en leur expliquant que c'est pas en donnant les choses, comme ça, comme les téléphones portables ou les iPads, et surtout, qu'est-ce que ça peut leur faire aux enfants sur le niveau psychologique, de voir trop de choses, trop d'informations. Alors, c'est sûr et certain que la responsabilité de l'éducation incombe aux parents, et que de tout temps, on a toujours grandi grâce à Dieu avec des discussions avec nos parents. On était autour d'une table le soir avec nos parents et ça a créé les valeurs familiales, le cocon familial. On apprenait à savoir ce que pensaient nos enfants, ce que voulaient faire nos enfants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec beaucoup plus de facilité, on les vend à des écrans pour pouvoir être tranquille. Et c'est dû à deux choses. La première, c'est que la génération dans laquelle nous sommes, comme disait le rabbi de Lubavitch, est une génération faible. On est fatigué. On en a marre des cris. Quand on rentre le soir, on voudrait un peu de sérénité. Mais les enfants restent des enfants. Donc on va essayer d'obtenir ce silence en les vendant à des dessins animés, à des émissions, à toutes sortes de choses en disant, voilà, arrête de crier, tiens, regarde, prends ton portable et regarde un dessin animé.
pensant que rien ne se passe à ce moment-là. Alors que je voudrais juste te donner un petit exemple. Attendez, excusez-moi, je vais arrêter 2 secondes. Parce qu'apparemment, pas très bien. Ah, on n'entend pas très bien. On a reçu un micro, donc on va s'en servir. Hop. Donc juste pour finir, pour la question et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'enseignent plusieurs psychiatres américains, après une très longue étude qui a été faite sur les écrans que l'on met devant nos enfants, ça abrutit nos enfants. C'est une analyse qui a été faite par des psychiatres non juifs. Il faut savoir que le cerveau a été créé pour être actif, qu'on n'utilise même pas 3% du potentiel de notre cerveau selon les psychanalystes, et que la première des choses, c'est que non seulement ça nous laisse passifs, mais en plus de cela, il faut savoir que le monde nous a été donné pour l'élever. Tandis que les films que l'on montre à nos enfants, remplis de violence et de gestes incestueux, eh bien, sont empreints aussi, même dans les dessins animés, d'un manque de morale. C'est-à-dire qu'à notre époque, à nous, l'époque de Candy, Albator, Goldorak, le héros a toujours été quelqu'un de moral. Dans cette génération, si on regarde les dessins animés japonais, si on regarde les feuilletons qui sont faits, c'est celui qui est immoral, c'est celui qui trompera le plus, c'est celui qui frappera le plus, c'est celui qui arnaquera le plus, qui a le rôle du héros. Et on a même de la compassion pour lui, ce qui fait que quand on a éteint cela, même si on retourne dans le monde de réalité, n'oublions pas que nos enfants sont des cassettes vierges et que seul ce qu'on y inscrira restera en eux comme valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous traversons en tant que parents des perturbations au niveau de l'éducation où on laisse tomber, on n'en peut plus et on ne se rend pas compte qu'en réalité, nous sommes ceux qui nourrissons cette mauvaise éducation par des films qui viennent des nations du monde. Et vous savez qu'on a une généralité dans la Torah qui dit, je dis dans la Torah, ce n'est pas mon opinion personnelle, mais il faut quand même savoir ce que dit la Torah. La Gemara nous dit Ayotse minata metamehu. Ce qui sort de l'impur est impur. Et tout ce que l'on voit vient de gens qui ont été véhiculés par des impuretés extrêmement fortes et qui le produisent et le retraduisent par des dessins animés. Juste un petit exemple comme ça pour que tu comprennes. Dans la Torah, on nous parle de 4 niveaux: minéral, végétal, animal et homme. Et dans les dessins animés, ce sont les animaux qui disent aux hommes ce qu'ils doivent faire, ce sont eux qui leur font la morale, tandis que dans la Torah, eh bien, l'animal reste à la place d'animal et l'homme reste à la place de l'homme, supérieur à l'animal, tandis que dans tous les dessins animés de Walt Disney, par exemple, et autres, bien entendu, les animaux jouent le même rôle que les humains, on les place au même niveau, et automatiquement, ça fera de nous aussi, d'une certaine façon, des animaux, ou même peut-être des préférences pour des animaux face aux hommes. C'était la philosophie de Hitler. Ok. Donc là, je reprends juste 2 minutes, parce que je vais poser la prochaine question, et juste... Alors maintenant, on va aborder le sujet de l'alcool. Donc on va pas se mentir, hein. Les frères Brengen, les kidouches dans les synagogues, dans les maisons, les mariages, les bar mitzvot. Il y en a, ils n'ont pas compris que prendre un petit verre d'alcool et prendre une bouteille, il y a une très grosse différence. Il y en a encore qui n'ont pas compris qu'il ne faut jamais lever la main, ni sur sa femme, ni sur ses enfants, et encore plus quand on est sous alcool. Parce que, excusez-moi, mais vos enfants qui assistent à des scènes comme ça, je ne sais pas comment ils peuvent, eux, avancer et encore plus se construire quand ils voient des scènes à répétition comme ça, et surtout le Shabbat et les fêtes. Donc je vais laisser le Rav Twitou parler de ça, et je vous demande de partager parce que ça, c'est hyper important. D'abord et avant tout, la Gemara nous dit dans la Sechet Pesachim que Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui se saoulent. Car tout le but de la Torah, c'est le Da'at, c'est-à-dire l'Abdil ben Kodesh Lechol, ben Or, la Choshech, ben Israël Amin, ben Yom HaShvi'i, le Shechetena Maaseh, comme vous le savez dans la Torah, Baruch Ata Hashem, Chonen Da'at. On a besoin d'être d'un esprit pur, d'avoir la tête sur les épaules, Soulam, Utsav, Arsav et Roshon, Negia, Shamaima, d'avoir bien les pieds posés sur terre et la tête dans le ciel. Maintenant, c'est vrai que l'alcool a une particularité, c'est qu'il donne de la joie. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Zchuto Tagan Aleinu, dans la Chassidoute, et bien avant lui, le Baal HaTanya, le Admor Hazaken, avait pour habitude, à la fin de la prière, de prendre un tout petit verre de vodka et de dire les Chaim pour nous quitter dans la joie, dans le shalom, du Shabbat Shalom, en faisant le kiddush et une toute petite dracha, et tout le monde rentrait comme le stipule le Shulchan Aruch. Une fois qu'on a fini de prier, Techef, Yeler, Leveto, il devra vite aller chez lui. Et par la suite, il y a eu une espèce de tradition
particulièrement, je dis bien, particulièrement française. Il faut savoir que pour mettre les choses à leur place, je suis allé à maintes reprises aux États-Unis, j'ai fait des séminaires avec de grands rabbins de Lubavitch, qui partageaient complètement, et même m'ont tenu au courant, que ce n'est pas la tradition Chabad ni Lubavitch de faire des farbrengen et de se saouler. Absolument pas, c'est un sheker gamour. Eux-mêmes ont des bêtes knessiot aux États-Unis, et une fois qu'ils ont fini la prière, eh bien, il y en a qui font un tout petit cours comme ça sur le Tanya pour se quitter, en buvant un tout petit dé de verre, et ce en dehors de la synagogue. J'aimerais juste te rappeler, Déborah, que Je vous entends mal, je ne sais pas pourquoi. Baissez juste un petit peu le micro pour voir. Juste te rappeler comme ça que Alpi Alacha, Bichlal, on n'a pas le droit ni de boire ni de manger à la base dans une bête à Knesset, et que Chaz Veshalom, malheur à nous si on viendra à la bête à Knesset pour s'éclater, parce que j'ai des copains. Je rappellerai que les synagogues, même en dehors de la synagogue elle-même, dans les salles où on peut se réunir pour Seuda Shlichit, ce ne sont pas des bars à alcool, c'est une humiliation pour la Torah, et ce n'est pas le chemin de la Torah. Certaines personnes vont utiliser cette méthode pour faire venir à la synagogue des gens qui ne seraient pas venus si ce n'était pas pour se saouler, peut-être, avec leurs copains, donc passer du bon temps. Moi, j'ai l'habitude de répondre à cela: quand on plante un arbre tordu, eh ben, il grandit tordu. On doit venir à la Beth Knesset pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et si la tradition de la synagogue, si vraiment la tradition de la synagogue serait de faire une dracha après la prière en faisant un petit kidouche et puis faire un petit fort bragen, pourquoi pas, à la condition où cela reste dans le respect de la Torah, de la halacha, en laissant un esprit qui est simplement plus souriant et sympathique, mais hors de question d'être saoul, chas v'shalom. Moi, je me souviens qu'une fois à Paris, j'avais été invité chez des Chabad, et j'étais arrivé donc à peu près à 1h30 de l'après-midi, 13h30, et voilà que le mari n'était pas rentré, donc j'étais un petit peu gêné, et à 16h, le mari est arrivé complètement bourré, il sentait l'alcool, il s'est évanoui sur le sol du salon, et la femme était particulièrement gênée, elle a éclaté en larmes, elle me dit: voilà ce que je subis tous les Shabbats, mais je lui ai dit que vous veniez ce Shabbat-là, et je pensais que malheureusement l'alcool est une drogue, et elle crée beaucoup de dégâts, autant que on pourrait le trouver dans les drogues qui sont fortes. C'est une grave avéra, parce que tout l'esprit de Shabbat, c'est l'étude de la Torah et la vie de famille. Ce que nous demandent les Chachamim, c'est la vie de famille. Bien entendu, avéra, goreret avéra, donc tu me fais un peu rire quand tu dis: voilà, ils se saoulent, après ils frappent leur femme. Il ne peut pas y avoir autre chose. Parce que la deuxième Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, nous dit que la faute engendre la faute. Et il faut comprendre que si après avoir bu de l'alcool, on en vient à mal parler, insulter, s'énerver, nivulper, vulgarité et même lever la main, ça ne peut être que les conséquences d'un geste qui est une avéra. Donc le Bevadai, que c'est une chose sur laquelle les rabbanim et les responsables de communauté rendront des comptes devant le Créateur du monde. On ne doit pas se cacher derrière des donateurs ou derrière des situations qui nous laissent nous à l'aise. On ne crée pas des mitzvot sur le dos d'Averot. Et toutes ces larmes versées, toutes ces souffrances versées se payent très cher. Et la seule question que j'aimerais d'ailleurs rapporter pour finir, en fin de compte, cette explication, c'est de se poser la question: pour qui on travaille? Est-ce qu'on vient pour soi ou est-ce qu'on vient pour Hachem? Ou plutôt, est-ce qu'on vient pour Hachem ou est-ce qu'on vient pour boire? C'est une très grande question. Et il est évident que c'est un très mauvais exemple pour les parents, pour les enfants, pour la famille, et que ce n'est pas le chemin de la Torah. Et certainement pas, je dis bien, certainement pas le chemin du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, on le voyait heureux, il respectait tout le monde, souriant. Et quand lui faisait Farbragen, c'était pour dévoiler des œufs Nichnas Yain Yotze Sod, à l'image de Purim. Quand il buvait, c'était un petit verre, un kossid, comme j'ai connu des grands Talmidei Chachamim qui faisaient Farbragen. C'était vraiment ça d'alcool. C'est ça. Un chant en l'honneur du Shabbat, un Dvar Torah, les gens se levaient, ils s'embrassaient et ils partaient. C'est ça, à la base, Farbragen. Et malheureusement, comme on dit, Dieu a bon dos, le Rabbi a bon dos, la Torah a bon dos, et les imbéciles aussi. Et maître, attendez, je vais venir à côté de vous parce que... C'est pas grave. Le micro, on entend. Hop. J'espère que vous nous entendez, parce que comme vous dites que vous n'entendez pas, est-ce que là on entend bien ou pas? Parce que le but, c'est quand même que tout le monde puisse écouter bien le shiur du Rav. Je veux juste savoir si on entend ou pas.
Si je peux avoir un oui ou un non. Ils n'entendent même pas la question. On n'est pas en galère. Ok. On peut me dire si on entend ou on n'entend pas? Ou sans le micro, est-ce que vous m'entendez? Ok, on entend. Tov. Alors maintenant, ok. Je vais juste poser la question, c'est pas grave si moi on ne me voit pas. C'est pas important. La prochaine question, c'est la question sur les belles-mères, les belles-filles. Encore ce matin, c'est ce que je disais avec le Rav Cohen tout à l'heure. Il y a une maman qui me dit qu'il ne voit plus son fils parce que sa belle-fille, elle le fait, entre guillemets, ils ne s'entendent pas du tout. Et tous les Shabbats, c'est des réflexions. Ah, t'as grossi. Ah, tu sais pas faire les mêmes salades que moi. Mon fils, il est pas heureux. Tu sais pas t'occuper de tes enfants. T'es négligente. Bon, en gros, c'est que des reproches. Et à répétition. Et aujourd'hui, j'ai eu la belle-fille et aussi la maman, donc la belle-mère, mais qui dit qu'aujourd'hui, même son fils, pour son Shalom Bayit, il veut plus venir la voir. Et comme on est veille de fête, on est en plein mois des Louls, j'ai envie juste qu'on redonne la base de la famille et comment ça se passe entre belle-mère et belle-fille. En tout cas, qu'on essaye d'arranger les choses. Arranger, il n'y a pas de recette magique. Aujourd'hui, la seule différence qu'il y a entre avant et aujourd'hui, c'est que, comme le dit la Gemara dans Sota, Bedaf, même tête à Moudbet, Kala Kama Bechamota. Nous sommes dans une période où on n'hésite plus à dire ce qu'on pense aussi bien aux belles-mères qu'aux beaux-pères. On n'est plus dans la période de la retenue. Et si on veut poser la question à Al-Pialcha, qu'est-ce que doit faire un couple quand il est mis en danger pour X raisons, que les parents ou le couple ait raison, eh bien, le couple est une priorité. Le couple est une priorité, c'est-à-dire que le Shlom Bayit passe avant les parents dans le cas échéant, comme le dit la Torah au début de la création du monde, quand Dieu créa Adam et Ève. L'homme abandonnera ses parents pour se joindre à sa femme et vivre une unité. On parle de l'amour parce que, comme le dit le Créateur du monde, qui nous demande de l'honorer, il est prêt à effacer son nom pour le Shlom Bayit. La question est de savoir, comme Ikre les Goufos, il y a des cas où ce sont les belles filles qui sont hautaines, agressives et qui imposent un manque de respect, un manque de connexion. Et puis il y a d'autres cas où malheureusement la belle-mère ne connaît pas sa place. À partir du moment où tu maries ton fils, tu as le devoir de faire 2-3 pas en arrière. Et très souvent, ça se joue dans le sens où, comme les beaux-parents aident financièrement, ils s'octroient d'une certaine façon le pouvoir de s'investir un peu trop dans la vie du couple, alors que le couple a besoin de connaître ses erreurs, de les réparer, de mettre leur distance. Et c'est dommage que les parents, je dis bien c'est dommage, que les parents n'attendent pas d'être invités à leurs conseils au lieu de très souvent les imposer. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je vais te dire, mais ce que je veux dire est un choc. On a plus de 27% de divorces dans le monde à cause des parents qui se mêlent des couples. Moi-même, à mon bureau, j'ai entre 2, 3, 4 rendez-vous de Shlom Bayit par jour. Il n'y a pas un rendez-vous où la cause n'est pas les beaux-parents. Il m'arrive très souvent d'ailleurs de dire, bon d'accord, mais entre vous, toi et elle, ça va? Réponse, oui. Donc je leur dis, donc vous n'avez pas un problème de couple, vous avez un problème de relation avec la famille. C'est dommage, on est dans une période Béhémet qui est dramatique dans ce domaine. La Gemara nous avait mis en garde et la solution est très simple, il faut rester à sa place. Tu veux savoir la solution? Il faut rester à sa place. Moi-même, je suis beau-père, je ne me mêle pas, j'attends que mes enfants, s'ils ont des questions, viennent me voir. Quand je vais chez eux, je demande si je ne les dérange pas, je ne m'impose pas. Mais de l'autre côté, je comprends aussi une Kala, quand elle vient de finir la cuisine et que tu as la mère qui arrive en disant pas du tout, mon fils, il aime le gâteau que je vais lui faire et qu'elle lui met le balagan, ce n'est pas une belle-mère, c'est un animal qui vient avec de bonnes intentions mais qui n'a pas compris le sens de la vie. On ne vient pas déranger des gens, la cuisine c'est le bureau de la femme, il y a une maîtresse de maison. Et vous avez remarqué que très souvent, on dit je vais chez mon fils, je vais chez ma fille. Et c'est une très grave erreur. On ne va pas chez son fils quand on va voir son fils. On va aussi chez sa belle-fille. Ça veut dire que ça se traduit après par des phrases, quand on est un petit peu vulgaire. Attends, mais toi, qui tu es sans mon fils? C'est mon fils qui paye tout ici. Après, on s'étonne que ça ne le fasse pas dans la vie des couples. Et donc, c'est la décadence. Et ça se paye très cher. Aujourd'hui, il y a énormément de dégâts et des choix qu'on appelle le marteau et l'enclume, où très souvent, le khatan ou la kala se retrouvent à faire un choix entre leurs parents et le conjoint. Alors que le but de la Torah, c'est « Hinematov umanaim shevet achim gam yachad ». Il aurait été préférable que tout le monde s'assoie ensemble, que tout le monde véhicule une espèce de chaleur, qu'on est là pour soi, on est là pour toi. Donc aux belles filles de faire attention, parce que je rappellerai qu'Al Pi Halacha, elles sont plus tenues sous le respect des beaux-parents que le khatan vis-à-vis des parents eux-mêmes, des beaux-parents. Donc ça c'est la première des choses, il y a une halakha.
hormis le Ilkut Shimoni qui dit que le respect que doit un gendre et une belle-fille aux beaux-parents est le même que les parents. La halakha n'a pas été fixée selon le Ilkut Shimoni, il a été fixé selon le Shulchan Aruch qui dit que comment dire, on se doit de respecter ses beaux-parents comme on respecte des personnes plus âgées que nous qui nous ont donné le bonheur d'épouser leurs enfants, et pas plus. Je pense que si chacun garde un peu ses distances, comme le dit la Gemara, quand tu veux être apprécié chez ton voisin, lève le pied de chez lui. On entend toute la journée les mecs qui débarquent chez les enfants, je sais pas si je veux prendre ton fils, maman, je veux pas qu'il mange des frites, on l'emmène manger des frites, c'est un manque de respect. Les beaux-pères, ils disent jamais rien, j'ai remarqué. Bah, mais parce que les beaux-pères, peut-être qu'ils connaissent un peu plus leur place. Les belles-mères s'investissent un peu trop dans la vie, elles se mêlent un peu trop et des fois, elles veulent aider, mais c'est maladroit et c'est mal reçu par le gendre, donc ça fait des tensions. Les beaux-parents, si vous écoutez ce que j'ai à vous dire, vous devez tout faire pour laisser vos enfants s'épanouir et revivre leur vie de couple et en aucun cas être les facteurs qui emmèneront ce couple à une catastrophe. Ouais, mais c'est ça que j'allais revenir. Alors, je veux qu'on parle aussi des belles filles, entre guillemets, par exemple, qui disent ben, vous n'aurez pas les petits-enfants, je vous prive des petits-enfants. Les chantages affectifs, voilà. Les chantages affectifs de garder les petits-enfants prisonniers loin du regard des parents font partie d'une tradition aujourd'hui, dans le sens où il faut comprendre aussi pourquoi. Moi, je ne veux pas prendre la défense de belles filles, mais combien de cas j'ai eu de belles filles qui mangent cachère, qui sont religieuses, les beaux-parents ne sont pas cachères, elles leur demandent de ne pas leur donner des glaces à Paris de n'importe quel endroit, l'enfant revient, on a mangé une glace au McDonald's. Donc il faut aussi comprendre la place des belles filles qui n'est pas simple. Le mariage est une reconstruction et avant, il y avait une approche très différente. Alors c'est vrai qu'il y a des belles filles qui sont hautaines, il y a des belles filles qui sont vraiment affreuses dans leur façon et leur relation avec autrui, mais il faut aussi comprendre, je pense que Kol Mikre les Goufo, on n'a pas le droit de retenir ces petits-enfants, mais de quoi est-ce qu'on parle? Et si les beaux-parents sont pervers narcissiques, qu'est-ce qu'on fait? Si les beaux-parents montent les enfants contre la mère, tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des réponses pour chaque cas. Si les beaux-parents sont de bonnes personnes et que par exemple la Kala, pour X raison, ne les aime pas, elle n'a pas empêché les grands-parents de voir les enfants. Dans ce cas-là, elle dit à son mari d'emmener les enfants chez les parents ou de donner rendez-vous pour qu'ils puissent profiter d'eux. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. On n'a pas le droit de faire de mal. Mais pour répondre au domaine belle-fille, belle-mère, il faut, je te l'affirme, comprendre de quoi est-ce qu'on parle, écouter les deux sons de cloche. Parce qu'on est face à des situations qui sont extrêmement difficiles à juger pour aider, parce que ce n'est pas évident. Des fois, il y a des mots, il y a des pics qui sont faits. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ne sais pas cuisiner, dirait la belle-mère à la Kala. Imagine, Bezrat Hashem, cette année, on fait ton mariage. Et puis voilà que ta future belle-mère te dit, de toute façon, mon mari, à part mon fils, qui c'est qui t'aurait épousé, tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas recevoir. Je pense que tu diras, bien, faites-moi le plaisir de dégager de chez moi. Donc c'est pas évident. Avant, on le disait pas parce qu'on avait beaucoup de Messirut Nefesh, de savoir-vivre, on avait peur de gêner, de blesser. Aujourd'hui, dans une génération où de dire à l'autre qu'il crève ou qu'il aille se faire cuire un œuf est aussi banal de dire comment vas-tu, j'espère que tu vas bien. Donc remettons un peu les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça que je ne peux pas ni appuyer sur les belles-mères ni sur les belles-filles, pour la simple et bonne raison, c'est que ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Il m'est arrivé moi-même de demander à des couples de s'éloigner des parents. Je le leur ai dit ouvertement. Et pas que moi, il y a même un psa qui avait été fait par un Gdolador, dont je ne me rappelle plus le nom, un grand rave, qui avait dit dans ce cas-là, Bichla même à un fils de ne plus voir sa mère, parce que sa mère était messite, elle était anti-Torah, lui était en yeshiva, il se battait pour y arriver, il le dit stop, à Cannes. Ils sont partis parler. C'est pour ça que, encore une fois, de quoi est-ce que l'on parle? La réponse générale, si chacun garde ses distances et rempli de respect pour l'autre, je pense que Bezrat Hashem, tout ira bien. Moi, j'ai pas de problème avec mes belles-filles, je les respecte, elles me respectent, je garde mes distances, je me mêle pas. Quand je viens les voir, j'attends qu'elles m'invitent. Et quand je sens que le téléphone, ils sont gênés, je lève le pied, je n'y vais pas. Parce que même si c'est chez mon fils, même si j'ai envie d'y aller, je n'oublie pas une chose. La meilleure façon d'être à ma place, c'est de laisser les autres à leur place. Et si chacun respecte l'univers de l'autre, alors les galaxies ne s'explosent pas l'une contre l'autre. Alors maintenant, on va poser une autre question. On va passer à un autre sujet. On va partir sur la drogue, mais pas le shit. Vraiment la drogue, ecstasy, poudre. Parce que malheureusement, j'ai eu des cas, mais il y a eu des cas encore cet été ici, où ça a touché des jeunes. Et malheureusement, des fois, c'est pas niveau familial, c'est niveau vraiment fréquentation. Et moi, je veux que vous appuyez sur les fréquentations. Et malheureusement, je pense qu'il y a aussi un problème de fond. Parce que je pense que quand on arrive à toucher à la drogue, à l'alcool, c'est que déjà, il y a un problème qu'on veut gérer avec ça.
en fait, se changer les idées avec ça, ce genre de choses. On a ce soir d'ailleurs la Ascara de Jonas, qui malheureusement avait en Grèce pour les vacances un jeune homme de 22 ans touché à l'ecstasy ou à d'autres substances et qui en est mort d'un infarctus. Il faut faire attention à cela, ça a toujours existé mais pas comme dans cette génération. Et tu as relevé un point très important, Déborah, qui est le mal de vivre. Je suis moi-même Yoshev-Rosh de la Revacha en Israël à Ashdod, c'est-à-dire responsable du social. Et on a fait une réunion avec la jeunesse israélienne qui malheureusement passe aussi, comme en France et aux États-Unis et partout ailleurs, par le problème de la drogue et des cachets qui font un peu voler comme un papillon l'imagination de l'homme pour ressentir un bien-être. Il faut savoir que le problème de fond, c'est la famille. Ce n'est pas simplement les fréquentations. Il y a un problème de fond qu'on appelle les valeurs familiales. Très souvent, ces jeunes avec qui je me suis entretenu me racontent que chez eux, ça s'insulte, que ces jeux, ça parle que de divorce, ça se tape, ça se maudit. Donc ils vont dehors chercher une lumière, une espèce de correspondance à un bien-être, et ils tombent dans les mauvaises fréquentations, et puis ils se laissent aller à fumer des joints, et puis des joints on passe au cachet, et puis des cachets on passe à autre chose, et puis une fois qu'on est mordu par cette drogue qui fait des ravages terribles, et surtout en Israël, il faut savoir que la jeunesse est très touchée par le problème, c'est parce qu'il y a un mal de vivre à la maison, parce que quand on est bien chez soi, on ne cherche pas à aller dehors. Et donc, je pense qu'au lieu de parler de la jeunesse qui se drogue, on devrait peut-être parler des parents qui n'ont pas su être peut-être un foyer convenable, correspondant à la génération qui a tellement besoin d'amour et tellement besoin aussi de shalom. Parce qu'il faut savoir que le but de la drogue, telle qu'elle soit, c'est de planer dans l'harmonie. C'est le but de la drogue. Quand quelqu'un se drogue, il se sent bien après. Quelque part, il s'échappe, il brûle ses neurones, il va être mal, mais il oublie ses soucis. Normalement et de tout temps, avant, nous étions cette drogue. Nous, les parents, on parlait avec nos enfants, on était proches d'eux, on allait aux réunions de parents d'élèves, on sacrifiait notre travail pour être présent parmi eux. Et aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas israélienne, m'a fait part de sa souffrance en nous disant « Mais chez nous, on ne veut même pas rentrer ». J'ai même été dans une école de jeunes filles religieuses qui me disent que l'école finit à 17h30 et elle reste jusqu'à 21h dans les classes à parler pour ne pas rentrer chez eux tellement ça crie, ça s'insulte, ça parle que de divorce, ça parle que d'oseille. Donc effectivement, il y a des problèmes. Et la source, avant de parler de la fréquentation extérieure, parce que la fréquentation joue un rôle très important dans l'avenir de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, c'est évident. Mais il y a aussi un problème à gérer à la maison. Quand dans le nid ça ne va pas, eh bien les oisillons prennent leurs envols, mais comme ils n'ont pas encore assez de plumes, eh bien ils s'écrasent au sol, c'est ce qu'on vit. Il y a un très très grand problème social, il y a un très grand problème familial, et si Bezrat Hashem, on sait être un exemple d'amour, d'exemple de calme, d'harmonie à la maison, où ça sourit, où il y a de la musique, il y a des belles paroles, il y a de la chassidoute, je pense que nos enfants n'auront pas besoin d'aller chercher le pseudo-bonheur ailleurs. Maintenant, quoi faire, comment lutter contre cela? C'est très compliqué. Je pense que, comme le disent les Chachamim, le Mashiach viendra quand les hommes ne pourront plus rien faire. Aujourd'hui, je ne veux pas être défaitiste ni fataliste, mais c'est vrai que ça nous dépasse un petit peu parce que c'est des cachets qui sont dans la poche, il faudrait tout vérifier. C'est même pas, ces cachets ressemblent à des bonbons. Voilà. Donc on est un peu perdu. Quelqu'un qui met quelque chose dans son verre, tu ne peux pas vérifier, boire derrière lui, c'est ce qu'il a bu, il a bu. Le fait que ton fils aille en boîte de nuit, eh bien, ça va engendrer qu'il va fréquenter de mauvaises personnes. Je pense que le jour où le peuple d'Israël, en tout cas je m'adresse à mes frères, le peuple d'Israël aura compris que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, mais que c'est un guide du bonheur, eh bien, quand on respectera la Torah, qu'on fera ce que la halakha nous demande, on évitera de tomber dans ce genre d'hérésie qui mène très souvent à une mort aussi bien spirituelle que physique. Respectons la Torah et voyons ce que ça donne. Je suis d'accord. Alors, on va finir avec le Rav Twitou, David Twitou. On va finir juste, il a ouvert bientôt Bineder, le centre culturel d'Ashdod. J'aimerais bien reçu le terrain, excusez-moi, sur le centre culturel d'Ashdod si Dieu veut. Et j'aimerais que pendant 5 minutes, il nous parle de ce qu'il compte faire, les projets et comment on peut aider. Et si vous voulez l'aider, avec grand plaisir. Mais écoutez ce qu'il a à dire, parce que c'est important. Et voilà, c'est très simple. Avec le Dechem, nous avons reçu de façon très centrée à City un très bon terrain pour construire le premier centre culturel et religieux, cultuel pour les francophones, qui réunira à Bezrat Hashem beaucoup de fonctions pour la Alia
juifs de France. Et aujourd'hui, maintenant que nous avons le terrain, nous cherchons des donateurs, des gens qui pourront nous permettre de construire ce magnifique binyan de plusieurs étages, à plusieurs fonctions, avec 6 kolélim bien entendu, avec des bureaux de renseignement pour pouvoir trouver du travail, pour placer nos rabbinim dans plusieurs villes francophones, en tout cas à population francophone, et Bezrat Hashem, beaucoup d'autres fonctions qui prendraient beaucoup de temps, donc je pense qu'on ferait une autre vidéo pour cela, mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ce binyan et qui le veulent à leur nom, très volontaire, on cherche une personne, c'est comme ça souvent que ça arrive, qu'une personne dit, ok, combien coûte le binyan, je le prends, il aura son nom pour l'éternité dans ce monde et dans l'autre, mais petit à petit, on peut aussi faire de grands miracles. S'il y a des personnes qui voudraient participer, ils pourront s'adresser à toi, puisqu'on travaille ensemble. En inbox. Voilà, vous pouvez travailler avec Déborah, on est vraiment ensemble dans beaucoup de projets. Et donc, Bekef, Chaim Tovim ou Shalom, s'il y en a qui entendent ce message et qui peuvent participer à grande échelle ou même à petite échelle, maintenant le temps nous est compté, puisque à la place de ce terrain devait être construit une école laïque, anti-religieuse. Le Mina Shamaim, cela m'a été donné, et donc j'ai pas beaucoup de temps pour trouver de solutions. Et vite, placer la première pierre avec la Lechem, on y arrivera. Todaraba. Pour cette nouvelle année, amen, que le projet du centre culturel, il voit très vite le jour. Je répète, toutes les personnes qui voudront aider le Rav Twitou dans cette grande action qui est une très grande mitzvah, venez me voir en inbox ou allez voir directement le compte David Twitou que je vais taguer. Vous inquiétez pas, c'est le Rav ou sa femme qui répondent aux inbox. Donc on vous rassure de ce niveau-là. On va juste faire une petite bracha pour la nouvelle année et on va se quitter sur ça. Et moi je vous retrouve si Dieu veut Blineder à Paris pour les prochains directs. D'abord, avant tout, Shana Tova, Metuka, Lechem Tovim ou Shalom, et que vous soyez tous inscrits dans les livres de la vie avec Bikarov. Et peut-être cette année pour les élections, si ce n'est pas, eh bien, encore la politique qui le décide. Espérons que le prochain président soit le Melech HaMashiach, parce qu'il serait temps de mettre qu'on ait une grande lumière dans nos vies et dans notre pays. Voilà, merci beaucoup. Partagez pour ceux qui étaient là. Je vous invite encore à revoir les replays. De toute façon, ça va être aussi sur YouTube, sur le compte HRPT, mais aussi sur le compte du Rav, David Twitou. Donc voilà, je vous souhaite une bien belle journée, fin de journée. Et on le retrouve ce soir à Torah Apéro. À quelle heure? 20h30 20h30, Torah Apéro, juste ici. 33 Gad Marnes à Natania. Il sera là pour un chiour, que lui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le partager aussi sur la page. Mais je vous invite à venir. Donc venez nombreux. Bonne journée. Bon mariage pour toi. Amen.